Je suis pour la vie et contre la mort. C'est une loi de la mort, alors que moi je vote pour la vie. Et même, c'est beaucoup plus facile de diriger les gens lorsqu'ils n'ont pas de valeurs. Tout d'abord, mon épouse et moi, nous sommes chrétiens, nous croyons dans les valeurs chrétiennes. Je veux préciser que je ne suis prétendant à rien. Je suis l'aîné de la maison de Bourbon. Et de ce point, j'ai un devoir vis-à-vis de la France et des Français. Louis de Bourbon, duc d'Anjou, pourrait-il être le futur roi de France? À l'heure où le système politique français semble usé jusqu'à la corde, à l'heure où le carriérisme, le mensonge et les trahisons sont devenus la colonne vertébrale de la politique en France, de plus en plus de Français aspirent à autre chose et rêvent d'un retour à la monarchie qui, durant 15 siècles, a fait bien plus que ses preuves. Descendant du Capet, d'Henri IV et de Louis XIV, Louis de Bourbon se dit prêt à assumer cette charge. Je l'ai rencontré il y a quelques heures en Bretagne pour un assez bref moment. Il y a 8 ans que le prince n'avait accordé d'entretien à un média français. C'est une exclusivité RITV. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre et de consacrer du temps à la rédaction de RITV. Je dis à la rédaction, Monseigneur, parce que je ne suis pas tout seul. Il y a à côté de moi, derrière moi, 8 autres personnes au sein de ce média, dont 5 journalistes professionnels. Et nous avons pu travailler ensemble les questions que nous souhaitions vivement vous poser. Le calme qui règne en France, Monseigneur, est un calme trompeur, artificiel, nous allons en parler, parce que la situation de notre pays est en fait très grave. Vous êtes prétendant au trône de France. Votre père tenait, je crois, à maintenir le lien d'affection culturelle notamment qui le maintenait avec la France et avec les Français. La situation d'urgence où se trouve notre pays, Monseigneur, et l'Europe, pourrait-elle vous pousser à retrouver la fonction politique opérationnelle de la royauté? Je veux préciser que je ne suis prétendant à rien. Je suis l'aîné de la maison de Bourbon. Et de ce point, j'ai un devoir vis-à-vis de la France et des Français. Est-ce que vous avez été élevé précisément, Monseigneur, dans cette démarche de devoir? Et malheureusement, mon père est parti trop tôt. Et c'est vrai que j'ai été élevé dans des valeurs chrétiennes. Et surtout mon père, je crois que lorsqu'il est décédé, j'avais 14 ans à peine. Et il n'a pas pu me montrer autant qu'il ne l'aurait voulu. D'autre part, il faut aussi préciser que j'étais le deuxième fils, j'étais pas l'aîné à la maison, je veux dire, j'avais un frère qui est aussi décédé, et donc tout m'est venu très vite, et oui, j'ai pu accompagner mon père lors du millénaire capétien, et j'ai pu voir l'ampleur de ce que représentait ma famille en France, mais malheureusement il est parti trop tôt, et bon, j'ai dû assumer mes responsabilités. Est-ce votre grand-mère, je crois, à laquelle vous étiez très attaché, qui vous a enseigné en partie? Non, ma grand-mère, je veux dire, ma grand-mère m'a aidé à prendre un peu le témoin de mon père. Elle a assisté à plusieurs manifestations, puisque moi j'étais trop jeune aussi. Et donc, d'une certaine façon, elle a permis que cette continuité, et elle a permis cette continuité, et elle a permis également que je puisse continuer à étudier. Monseigneur, comment un futur roi pourrait-il être amené à diriger la France, à s'installer dans le fauteuil auquel il est légitimement destiné, sachant que les institutions, sachant que le système politique français mis en place depuis la Révolution est totalement contraire aux principes et aux règles de la monarchie? Comment cela pourrait-il se faire? Je voudrais préciser que les institutions sont des outils pour servir à la France et aux Français. Donc c'est la population qui décide sur son futur. Ce ne sont pas les institutions qui doivent vraiment les diriger. Un nombre grandissant de Français
Monseigneur, s'alarme de l'état dans lequel se trouve la France. Je pense ne rien vous apprendre. État politique catastrophique avec des trahisons en tout genre, des partis qui collaborent désormais avec leurs soi-disant anciens ennemis. On le voit aujourd'hui, c'est très actuel. Situation économique et financière également très grave parce que la France possède, je vais dire, une dette absolument abyssale dont les gouvernements sont, on le sait, tous responsables depuis au moins 40 ans. Crise morale et crise sociale aussi. Et puis j'aurais peut-être dû commencer par cela, une crise spirituelle très profonde avec un effondrement de la chrétienté dans notre pays. Quelles réflexions, Monseigneur, faites-vous de ce pays? Quelles analyses faites-vous de ce pays que vous pourriez être amené un jour à diriger? Bon, il faut dire que les politiques sont élus pour un court terme et de ce point, je dirais qu'il n'y a pas une continuité de la politique des uns et des autres. Contrairement à la monarchie qui cherche toujours à défendre les intérêts des Français et de la France, comme le fait ou le ferait un père de famille, et qui cherche à toujours laisser un pays en meilleur état de ce qu'il n'a trouvé. Vous voulez dire qu'un monarque travaille pour le bien commun en priorité, c'est son obligation? Oui, j'insiste toujours sur le bien commun et je crois que c'est une obligation, c'est l'obligation des monarques de travailler pour le bien commun pour tout le monde. Ce qui n'est pas le cas en République, Monseigneur? Oui, on n'a rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Vous habitez Madrid, Monseigneur, mais vous avez la double nationalité. Vous êtes espagnol et français. Encore une fois, j'ai envie de vous reposer la question précédente. Quelle vision vous avez de notre pays aujourd'hui? Quelle vision vous avez de la France? Aujourd'hui, j'habite à Madrid et j'ai un travail à Madrid, mais ceci ne m'empêche pas de venir fréquemment en France et donc de pouvoir maintenir ce contact avec la France et les Français. La France, vous le savez, a connu un mouvement de colère particulièrement grave. On a cru d'ailleurs que le pouvoir allait vaciller, basculer à ce moment-là. Je sais que c'est un mouvement qui vous a fortement interpellé. C'est ce que l'on a appelé en France le mouvement des Gilets jaunes et qui s'est étendu ensuite, notamment outre-Atlantique. Qu'est-ce qui vous a, Monseigneur, plus précisément marqué dans ce qui était un début de révolte? Qu'est-ce que vous en avez conclu? Moi, je crois que ce mouvement, c'est un mouvement causé par le manque de réponse de la part du gouvernement. Et donc, lorsque vous ne répondez pas aux besoins de la société a besoin aussi de pouvoir se révéler et de pouvoir montrer son désaccord et le manque d'aide de la part du gouvernement. Quand vous avez appris ce début de révolte en France, quelle a été votre réaction? Bon, je pense qu'il y avait des problèmes anciens qui n'ont pas été suffisamment répondus de la part du gouvernement, et c'est ça ce qui a causé ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que cela vous a inquiété, Monseigneur? J'imagine que oui. Ça inquiète, mais c'est surtout une préoccupation vis-à-vis de la population et vis-à-vis de la France. Un monarque, Monseigneur, est forcément élevé dans l'amour du peuple, dans l'amour des personnes dont il a la charge en quelque sorte. Oui, je veux dire, l'amour du peuple, on se sent français et on veut le mieux pour la France et pour les Français, bien évidemment. Le bien commun en France, clairement, n'existe plus. La politique, je le disais tout à l'heure, et les politiques bénéficient d'un discrédit quasi total aujourd'hui en France, puisque les Français disent eux-mêmes que les politiques profitent du système, se servent du système, se servent sur la bête. C'est pas du tout le cas d'un monarque. Le monarque, comme je crois avoir dit tout à l'heure, c'est comme un père de famille. Il veille pour son peuple.
De la même façon, je crois l'avoir fait il y a quelques temps déjà, d'avoir fait ou dit un exemple et en disant que le roi était comme l'arbitre dans un match de rugby. Ce soir, il y a un match de rugby. Il y a deux équipes qui vont jouer. Et la personne qui va maintenir l'équilibre entre ces deux équipes, c'est justement l'arbitre. Je pense que le roi est justement pour veiller à ce qu'il y ait un équilibre et surtout pour veiller envers les Français et pas envers les partis. Donc il se situe forcément au-dessus de la mêlée, voilà. Toujours. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on évite, j'allais dire, les problèmes, les conflits, éventuellement les révoltes? Oui, bien évidemment. Je veux dire, le roi, c'est le roi de tous les Français. Ce n'est pas le roi des gens de droite, de gauche et ailleurs. Le roi est apolitique et surtout veille pour qu'il y ait un équilibre et que le bien commun puisse dominer. Oui, dominer dans toute la France. Dans une tribune récente, Monseigneur, vous vous alarmez de l'état, notamment de la paysannerie française et européenne, mais également des métiers de la mer, dénonçant la perte de la souveraineté alimentaire. Et vous posiez cette question que j'ai lue dans une tribune: quand cessera-t-on d'accorder crédit aux plus radicaux, visant non pas les progrès, mais la disparition de l'agriculture nourricière? Qui sont les radicaux, Monseigneur, auxquels vous faites référence? Bon, je pense principalement, et c'est une dénonce faite justement parce que je pense que le plus important, c'est que la France ait une autonomie agricole et on ne peut dépendre de personne. Et aujourd'hui, et justement pour le secteur agricole, il y a beaucoup de contraintes écologiques et on leur exige une énorme productivité alors qu'on ne leur aide pas tellement. Donc finalement, je pense qu'il faut vraiment régler ceci et assurer que toute la France puisse avoir des réserves et une autonomie agricole. Comment expliquez-vous, Monseigneur, qu'on cherche manifestement à faire disparaître cette souveraineté alimentaire au profit manifestement de lobbies, de multimilliardaires, on le sait? De lobbies, de multimilliardaires et d'autres pays qui ne sont pas forcément en Europe. Je pense qu'il faut vraiment, et si on ne peut pas se nourrir, qu'allons-nous faire? On a une guerre en Ukraine aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au niveau international et le plus important c'est d'avoir justement cette autonomie pour au moins alimenter notre peuple. Il y a manifestement, Monseigneur, depuis au moins la Révolution, une volonté en France, mais pas seulement, mais j'insiste beaucoup sur la France, de destruction de la paysannerie. On sait par exemple qu'au début du siècle dernier, il y avait plus de 8 millions d'exploitations paysannes en France. Il n'en reste que 350 000. Comment est-ce que vous, qui pourriez être amené à diriger la France, Monseigneur, quelle explication vous donnez à cette volonté de destruction de la paysannerie française? Je pense même qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, aujourd'hui on a l'Internet, on a le téléphone, on a l'intelligence artificielle qui va permettre de nous délocaliser vis-à-vis de notre travail. Et ceci va peut-être permettre à ce que les campagnes puissent se remplir de nouveau de gens et ça peut aider aussi bien pour être plus productif ailleurs et aussi pour remplir les campagnes. Non, je crois que aujourd'hui la technologie permet que les distances soient beaucoup plus courtes et permet d'avoir un contact continu avec nos personnes chères, etc. Et je pense que c'est un peu l'objectif. Et dans les grandes villes, et avec justement toutes ces technologies, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi. Et je pense que la campagne peut être un lieu magnifique pour ces personnes, pour les réadapter, pour les réinvestir dans d'autres circonstances. Vous parlez du numérique et de l'intelligence artificielle notamment. On sait d'ailleurs que l'intelligence artificielle peut être amenée à supprimer dans le monde plusieurs centaines de millions de postes de travail. Monseigneur, vous êtes, je crois, de plus en plus présent en France. Vous participez à de nombreuses cérémonies.
manifestations, vous avez pris position contre le mariage homosexuel, contre l'union monoparentale. Que pensez-vous, Monseigneur, de la décision que viennent de prendre les députés français, à savoir cette loi sur l'euthanasie, loi contre laquelle, il faut le dire, un certain nombre de handicapés très lourds se sont exprimés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je crois même, et l'avoir dit déjà plusieurs fois, je suis pour la vie et contre la mort. C'est une loi de la mort, alors que moi je vote pour la vie. C'est une loi de la mort. Tout à fait. Et où en est l'Espagne, où vous habitez aujourd'hui, sur cette question par exemple? Je pense que c'est un mouvement, et ce n'est pas un mouvement français, c'est un mouvement international, et auquel il faut vraiment faire la bataille de tout point de vue. Il faut faire barrage selon vous, voilà, vraiment. Tout à fait. Comment est-ce que vous expliquez que la France, fille aînée de l'Église, en soit arrivée à ce point de décadence morale, politique, économique, spirituelle? Comment est-ce que vous expliquez ça? Moi, je pense que c'est une crise de valeurs à l'origine. Je veux dire, je crois que les valeurs, on les enseigne dans la famille et on les enseigne à l'école. Du moment où les familles, avec certaines politiques, on essaie de les casser aussi. Et du moment où dans les écoles, on nous change les programmes éducatifs, et s'ils ne sont pas bien orientés vers des valeurs, finalement ce manque de valeurs va être difficile ensuite de remplacer, et même c'est beaucoup plus facile de diriger les gens lorsqu'ils n'ont pas de valeurs. Vous voulez dire que le peuple est beaucoup plus manipulable quand il n'a aucun enseignement et aucune valeur qui lui a été proposée? Et même, pas seulement les valeurs, aussi les repères. C'est pour ça, savoir d'où l'on vient pour savoir où est-ce qu'on veut aller, savoir connaître l'histoire de la France, pour peut-être même essayer de corriger nos défauts du passé, c'est, je pense, très important. Le lien que vous avez avec la France, Monseigneur, vous fait-il un devoir de venir à son secours? J'ai un devoir de famille, j'ai un devoir que je porte dans mon sang, dans mon cœur, et bien évidemment, j'essaie aussi de transmettre des valeurs qui ont représenté la monarchie, qui ont représenté mes ancêtres, et Saint-Louis, Henri IV, et Louis XIV, et donc j'essaie de défendre toutes ces valeurs. Vous avez 4 enfants, Monseigneur. Quelles sont les valeurs que vous leur apportez? Qu'est-ce que vous leur dites? Et comment est-ce que vous les enseignez à la beauté de la monarchie? Tout d'abord, mon épouse et moi, nous sommes chrétiens, nous croyons dans les valeurs chrétiennes, et c'est pour ça que nous avons choisi des institutions chrétiennes pour leur enseignement. Et d'autre part, on essaie aussi de leur montrer leur histoire, leur passé et leur lien avec la France. Il y a 2 ans, je suis venu avec mes enfants pas très loin d'ici, et justement pour qu'ils puissent voir un peu ce que leur sang, leur famille représente en France, et puissent connaître aussi les Français, les Bretons, et je pense que c'est une partie importante de leur éducation. Ceci dit, et pour l'instant, ce sont des jeunes enfants. Ma fille a 18 ans, les jumeaux ont 15 et le cadet a 6 ans. Donc il faut leur montrer, mais sans les effrayer. C'est-à-dire? Sans les effrayer du point de vue des obligations. Je veux dire, il faut aller petit à petit. C'est quelque chose qui ne m'était pas arrivé, mais que j'aimerais aller petit à petit pour qu'ils puissent connaître petit à petit leur relation, leur obligation vis-à-vis de la France. Ils ont déjà un avis sur toutes ces questions? Bon, ils me voient voyager très souvent en France, mais du moment où c'est pour ça que j'essaie à ce qu'ils m'accompagnent de temps en temps, sans perdre bien évidemment leur partie de l'éducation et leur nécessité de tous les jours. Je dirais, ce sont des jeunes garçons de 15 ans et on ne va pas leur mettre dans des réunions peut-être de personnes adultes. Il faut respecter leur âge, mais
et avec une sorte de couche d'histoire et de responsabilité. Si vous parveniez aux responsabilités auxquelles vous avez droit, Monseigneur, avez-vous véritablement conscience des responsabilités qui sont les vôtres? Mes responsabilités sont surtout de représentation des valeurs, de représentation de la France et de défendre bien évidemment le bien commun qui est peut-être, je dirais, la valeur la plus importante pour tous les Français. Le chef de la maison de Bourbon est-il la première incarnation de l'identité française? Je suis français et en tant que chef de la maison de Bourbon, je représente toutes les valeurs que la monarchie a amenées à la France. Vous êtes donc depuis quelques heures en Bretagne, Monseigneur, et qu'est-ce que vous êtes venu y faire précisément? Et je suis venu en Bretagne déjà à plusieurs occasions. La dernière, ça fait 2 ans, justement, je suis venu avec mes enfants. Et à cette occasion, je viens au 400e anniversaire du pèlerinage de Sainte-Anne-d'Auray, mais aussi à prendre contact avec les Bretons, à qui j'ai une grande estime et je veux avoir toujours un contact avec eux pour connaître leurs nécessités et leurs envies. Vous avez rencontré des chefs d'entreprise? J'ai rencontré des chefs d'entreprise, des politiques. Je veux dire, j'essaie toujours de prendre la température des lieux là où je viens pour connaître vraiment les nécessités à cette occasion de la région et du pays. Oui. Pour conclure, Monseigneur, quel message vous auriez envie d'adresser aux Français, à cette France qui souffre, aux Français qui souffrent? Et il y a une crise, je le disais tout à l'heure, sociale notamment, mais pas seulement, très grave. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces Français qui ne croient plus dans les partis politiques, dans ces hommes politiques? J'en ai rencontré un certain nombre qui se sont enrichis en faisant de la politique, comme on fait carrière dans une grande entreprise. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces Français qui sont très en attente d'un changement de régime, d'un changement de tout d'ailleurs? Quel message vous auriez envie de leur adresser? D'abord, je dirais de ne pas perdre l'espérance et de s'impliquer davantage. Nous devons nous impliquer davantage dans la vie de la cité. Ça vous semble très important, ça? Vous pensez que les Français ne s'impliquent pas assez dans la vie de la cité? Je pense qu'il faut... Peut-être certains s'impliquent, d'autres pas, mais il faut aussi se coordonner, je veux dire, pour aller tous dans le même sens. Si chacun tape de son côté, et finalement, je crois qu'il faut travailler plus en équipe et d'avoir clair qu'est-ce qu'on veut. Travailler à la concorde. Voilà, tout à fait. Après, les partis politiques qui sont en place depuis très longtemps n'ont eu de cesse que de provoquer des fractures au sein du peuple français. On le sait, on sait très bien que les partis politiques et des gouvernements qui changent des chefs d'État qui changent tous les 5-7 ans n'aident pas du tout à la concorde. Mais vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure. Et surtout, ce sont des partis qui passent 5 ans, mais s'il n'y a pas une continuité et que le parti qui vient après continue ses réformes et au lieu de continuer ses réformes, casse ce que le parti d'avant a fait, la France n'évolue pas. Monseigneur, je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Je sais que votre programme est chargé tout à l'heure, donc je vais vous laisser, mais ça a été un grand plaisir de vous rencontrer et de pouvoir vous interviewer. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Merci, Monseigneur.